Je travaille dans les organisations à titre individuel et collectif aussi, euh, et pas tout seul, hein, dans ce cabinet Axiom, très souvent avec des confrères. Et ce que je vais vous partager maintenant, c'est une intervention que nous avons réalisée avec mon confrère et ami Olivier Millet. Et voilà, donc dans l'espace-temps qui est imparti, je vais essayer de donner quelques indications sur une intervention que nous avons menée et qui présente différents aspects de cette approche. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce qui caractérise peut-être notre approche? Ben, bien entendu, elle s'inscrit dans l'épistémologie systémique, tous les travaux de l'école de Palo Alto, et elle a intégré notamment tous les apports en matière d'aide contrainte, puisque dans le milieu des organisations, comme dans le privé, comme en clinique, énormément de personnes que nous rencontrons viennent aussi avec une démarche non consentie, souhaitée, imposée par quelqu'un. Et donc c'est important de pouvoir intégrer ces aspects-là, d'autant qu'ils ne figurent pas dans le modèle original de Palo Alto. Hein. Je trouve que c'est important de souligner que ça, ce sont des travaux européens qui ont été menés, notamment à l'IGB, mais aussi au Centre de résolution de problèmes et de thérapie stratégique de Giorgio Nardone à Arezzo. Et donc on y a intégré dans notre approche quelques-uns de ces protocoles de traitement. Et puis bien entendu, on va aussi utiliser des stratégies plus paradoxales, ce qui est quand même aussi une des caractéristiques du modèle de Palo Alto. Alors, pour entrer directement dans cette présentation, on va, donc je l'ai dit, essayer de mettre en avant quelques idées maîtresses au départ d'un vrai cas, et je vais tenter de surligner quelles ont été les grandes étapes, les grandes techniques et stratégies qui ont été mises en œuvre. Pour cadrer un petit peu le cas, il y a un contexte préalable à cette intervention qui se passe auprès d'une municipalité, d'une ville de 250 000 habitants. Ça se passe en Suisse. Et le contexte préalable à l'intervention, c'est le suivant, c'est une fusion au départ de deux entités de cette municipalité. Il y avait historiquement un département qui s'occupait de tout ce qui était travaux dans la municipalité, et un département qui s'occupait de tout ce qui était plutôt voirie, route, mobilité. Et ces deux départements font l'objet d'une fusion pour mutualiser les moyens, faire une économie d'échelle. Pas de personne, parce qu'en fait, on a gardé tout le monde. Ça, c'est des travaux qui ont été menés en amont par d'autres intervenants. Et tout ça a donné lieu à une nouvelle entité qu'on appelle la division aménagement et qui va recouvrir environ 600 personnes, 600 travailleurs. Très concrètement, quand mon collègue et moi-même allons intervenir, cette division aménagement est déjà en place et on a une structure assez classique dans les administrations de répartition des rôles et responsabilités. Ça se distribue comme ça. On a tout à la tête un conseiller qui est un élu politique, qui est là le temps de son mandat politique, et puis peut-être le plus souvent possible, il l'espère. Et puis juste en dessous, il y a un directeur général. J'ai mis en dessous qui est un ingénieur, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a été recruté pour prendre la tête de cette nouvelle division par le conseiller d'élu politique. C'est quelqu'un qui a fait tout son parcours dans les ponts et chaussées, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le privé, et que le conseiller politique a pensé qu'il était la bonne personne pour piloter cette nouvelle entité. Et il y a une nouvelle personne aussi, un nouveau DRH, c'était pas le cas auparavant, qui est là, et qui est plutôt la cheville ouvrière, l'artisan de toute cette fusion. C'est cette personne qui a vraiment refait tous les profils de poste, refait toutes les lignes hiérarchiques, tous les calculs pour pouvoir réorganiser le travail. Donc c'est aussi les deux nouveaux à bord. Et puis en dessous, on a un râteau assez classique de 6 sous-directeurs, avec des volumes plus ou moins importants selon les sous-directions. Hein. On a direction 1, c'est par exemple tout ce qui est ouvrier, là on a forcément plus de gens, de l'ordre de 150 personnes, et puis on a une division études, une division urbanisme, une division parc et jardin, voilà, les structures habituelles. Et tous ces sous-directeurs, eux, par contre, sont des purs produits de l'administration, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà en fonction, en contrat avec la municipalité, et puis ils ont été nommés sous-directeurs, je dirais, au double mérite de leur expérience et de leur bonne couleur politique, puisque ça marche comme ça aussi. Et donc voilà comment ces sous-directeurs se retrouvent là. Et quand nous arrivons, en fait, il y a un contexte assez particulier, c'est que cette nouvelle division dans cette municipalité est en charge d'un très important chantier. La ville est le maître d'œuvre, la municipalité est le maître d'œuvre d'un très grand chantier. En fait, ils construisent une route de contournement de la ville. Donc c'est assez conséquent, on va appeler ça en belge un ring, je crois qu'en français on dit une rocade, une route de contournement.
Et donc, c'est un travail très important qui est, je dirais, dans les dernières phases. On a déjà fait toutes les études d'incidence, on a déjà fait toutes les enquêtes publiques, il y a eu des expropriations, on a fait les calculs. En fait, on est presque au stade où on doit lancer les machines et bétonner, quoi. Et pourtant, ce chantier a accusé énormément de retard. Et il doit à tout prix pouvoir être finalisé en certains délais, parce que s'il ne l'est pas, la municipalité risque de perdre des crédits, des financements de la région et de la fédération. Ça se passe en Suisse, parce que les travaux ne peuvent pas être supportés en propre par les finances publiques, et donc il y a des financements régionaux, mais qui ne seront délivrés, libérés, que si les phases des travaux sont bien abouties. Et donc c'est un enjeu très fort pour eux de faire ces travaux dans les délais. Et ils ont accusé du retard. Et donc, ça met un stress vraiment à toute cette division, tous les gens qui y travaillent, parce qu'ils sont sous pression. Voilà, ils doivent finaliser ça. Et dans ce contexte, il va y avoir un, un accroissement assez haut de plaintes en interne. Plaintes d'à peu près toutes sortes de personnes dans cette division. Ça va de gens qui disent on est sous pression, c'est le cas, le contexte est tendu, de gens qui ne se sentent pas respectés, de gens qui ont l'impression qu'on leur manque de respect, de gens qui se disent harcelés. Et en fait, ça va attirer l'attention d'une cellule d'écoute qui est là à disposition de la municipalité, à disposition de l'ensemble des travailleurs de la municipalité, qui va remarquer qu'il y a une augmentation exponentielle de plaintes qui viennent particulièrement de cette division. Et donc, c'est ce souci-là qui fait dire qu'il faudrait peut-être proposer une régulation. Et donc, il y a une proposition de régulation qui est faite par cette première cellule d'écoute de la municipalité qui demande à l'élu municipal de faire une régulation et d'intervenir parce que manifestement, il y a beaucoup de gens qui se disent ou qui sont en souffrance ou qui se plaignent de leur travail. Et il va réunir ses 6 sous-directeurs, il va réunir les responsables et il va leur dire, écoutez les gars, le municipal va les réunir et en gros il va leur dire, il faut resserrer les boulons, on ne peut pas se permettre d'aller à l'échec, on doit absolument finaliser ces travaux, il n'est plus le temps de rigoler et donc en fait il va, je dirais, gronder un peu ou faire montrer le doigt quoi, en disant c'est fini quoi, maintenant on avance. Et ça aurait pu marcher comme ça, et remettre un peu les gens au pas. Cela étant, c'est pas ce qui va se passer. Il va y avoir une aggravation en fait de la situation qui va se manifester de manière très très symptomatique par le fait que les 6 sous-directeurs vont co-signer une lettre collective dans laquelle ils dénoncent l'attitude du directeur général, de l'ingénieur. Et donc ils vont écrire au collège municipal, et ils vont écrire à cette personne aussi, mais en copie, donc ils ne vont pas adresser la lettre en direct, dans laquelle ils disent on n'est pas respecté, il nous harcèle, et on le dénonce pour son incompétence, son intransigeance, on ne peut plus travailler efficacement avec lui, et donc voilà le niveau de blocage. Et en même temps, ils vont aussi accuser dans ce même courrier le responsable des ressources humaines d'être partisan, d'avoir favorisé certaines personnes au détriment d'autres, de ne pas être à leur écoute et d'être en cheville, si vous voulez, avec le directeur général. Et donc là, on a vraiment une situation de gros blocage parce que, bien entendu, si ces 6 sous-directeurs ne savent plus travailler de manière efficace avec le directeur général et avec les ressources humaines, il y a tout à parier que les travaux ne vont pas pouvoir avancer et qu'ils vont dans le mur. Et donc à ce moment-là, il y a une nouvelle invitation qui est faite au conseiller d'opérer une régulation et on lui demande d'outsourcer la demande. Il n'a pas été capable de le régler en interne et on le met en demeure de faire appel à un intervenant extérieur, à des intervenants extérieurs. Et c'est comme ça que moi et mon collègue allons être contactés comme possible intervenant pour les aider. Voilà un petit peu la trace de la genèse de l'étape. Qu'est-ce qui va caractériser notre intervention? Je vous affiche là les grandes étapes. Première grande, je dirais, démarche qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de déterminer quels sont les points sensibles du système et quels vont être les meilleurs leviers de changement. Parce que dans une situation qui concerne potentiellement 600 personnes et où il y a un blocage au niveau de la charnière de direction et
le comité de direction avec le directeur général et les 6 sous-directeurs, on se dit il faudrait essayer de circonscrire finalement quel va être le système pertinent sur lequel on peut essayer d'intervenir. Et donc, ça va être le premier niveau. Je vais revenir avec ce slide dans la suite de l'intervention pour repasser les étapes, mais c'est la première rencontre et j'insiste sur ça parce que pour moi c'est assez fondamental. Je trouve que c'est un moment clé où on peut à la fois faire la différence de ce qu'on peut proposer comme approche et en même temps clientéliser, parce que à ce stade-ci on n'a pas encore le contrat en main, on n'a pas encore une marge de manœuvre ni une lettre de mission pour intervenir. Et donc cette première étape consiste pour nous à établir ce qu'on appelle une cartographie interactionnelle. C'est vraiment qui joue, qu'est-ce qui se passe et qui est en présence et auprès de qui on va essayer de définir un périmètre d'action. Et dans cette première étape, c'est important aussi pour nous d'essayer d'aménager de la marge de manœuvre avec laquelle on va pouvoir essayer de travailler et de sortir de ce paradoxe de l'aide contrainte dans lequel on peut se retrouver, puisque quand on rencontre l'élu, le politique qui nous benchmark avec d'autres cabinets pour intervenir, en fait, lui, il est très énervé déjà de devoir faire appel à des intervenants, parce que c'est aussi le signe que lui n'a pas été capable de réguler ça en interne, et donc il nous reçoit dans un état d'humeur assez détestable, et avec une urgence en disant on n'a pas le temps, il faut que ça aille vite, je veux bien vous donner le mandat d'intervenir dans cette situation, mais mes recommandations, c'est que ça doit aller très vite, ça doit être discret, parce que ça a déjà fait un peu de vague au niveau politique, et puis peut-être dans les médias. Moi, j'ai pas envie de perdre ma crédibilité politique là-dessus, et donc je vais vous dire comment faire. Vous faites quelques interviews, vous voyez les gens, vous ferez votre idée par vous-même, vous me faites un petit rapport, et vous me dites quelle tête il faut couper. Voilà, en quelque sorte, comment il nous dit les choses. Et il dit, si vous voulez, je peux même vous donner déjà quelques noms des gens, et vous me confirmez ça par votre petite audit, là, et vous me dites, comme ça, on avance. Et voilà un peu avec quoi on est censé démarrer. Alors ça pose plusieurs questions. Déjà, c'est qu'il nous impose, il nous prescrit comment lui pense qu'on doit traiter la situation. Puis je trouve que sur le plan éthique, déontologique, c'est peut-être pas la manière la plus élégante d'intervenir. Et donc, première technique qu'on doit vraiment mettre en œuvre dans ce dialogue, c'est ce que j'appelle faire parler le langage du problème et pas celui de la solution envisagée. C'est-à-dire que les personnes, quand elles s'adressent à nous, la plupart du temps, ne parlent pas le langage du problème, elles parlent le langage de comment elles pensent que le problème doit être traité. Et donc, il y a un travail d'écoute et de réception de ça, mais en même temps d'essayer de faire glisser les gens, de les amener sur parlez-nous du problème qui est à la base et qui fait que vous pensez que dans telle situation, la meilleure chose à faire serait de couper les têtes. Dans ce cas-ci, c'était sa recommandation, de faire un petit rapport. Et donc, c'est le premier niveau de dialogue qu'on a avec lui, et c'est d'amener dans l'échange qu'il exprime progressivement comment la situation s'est-elle dégradée au point où aujourd'hui, il ne pense plus qu'il n'y ait que ça à faire comme intervention. Et donc, c'est dans ce dialogue-là qu'on va l'amener sur ce terrain du langage du problème, parce que là, c'est notre expertise. Nous, on est des experts des problèmes. Et on n'a pas envie d'épouser juste sa solution ou son idée de qu'est-ce qu'on devrait faire, sinon on est vraiment instrumentalisé. Et donc on va faire ça, ce qui va l'amener progressivement à parler de la dégradation de la situation, de la démarche de cabale, va-t-il dire, qui est menée contre son directeur général, de la démarche de déloyauté des sous-directeurs. Et donc c'est comme ça qu'on a des éléments de précision, ceux que je vous ai donnés avant sur la jeunesse de l'intervention. Et pour qu'il nous donne vraiment un mandat et qu'il nous donne une possibilité d'intervenir, il faut aussi qu'on l'amène à pouvoir nous donner de la marge de manœuvre. Et dans ce cadre-là, ce qui va être déterminant avec lui, c'est qu'on va utiliser une des techniques qui vient de l'approche merdonienne de d'Arezzo, c'est d'évoquer pour lui une peur plus grande, pour qu'il nous cède du terrain sur l'autre. Et donc, en fait, on va lui demander, selon lui, quels sont les risques, qu'est-ce que ça pourrait comporter si on applique ce que lui préconise, à savoir couper les têtes, faire juste un petit audit. On va lui demander, à votre avis, est-ce que si on fait ça et si on applique ce que vous souhaitez, est-ce que vos pairs au sein du collège municipal vont vous voir davantage comme quelqu'un qui est capable de régler les problèmes ou comme quelqu'un qui traite les choses de manière un peu plus dure comme ça et, pour le dire autrement, qui sac dedans. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour vous ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait avoir quelques conséquences plus dommageables?
Et à ce moment-là, il va dire ça risque de mettre en péril ma crédibilité sur le plan politique et on risque de me voir comme quelqu'un de trop intransigeant. Et donc, du coup, en fait, la crainte que ça soit un préjudice pour lui fait qu'il dit il y a peut-être moyen d'envisager les choses autrement. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, vous voyez, on a vraiment un niveau de dialogue dès la démarche de rencontre de situation de problème où on essaye, par petites touches comme ça, d'aménager la situation pour qu'elle se prête à une intervention possible. Et donc, c'est ce que j'appelle problématiser, ça se fait d'entrée de jeu comme ça, c'est de transformer la plainte, l'état souffrance dont les gens nous parlent, en quelque chose qui se prête à une intervention. On ne sait pas trop encore laquelle, mais on sent déjà qu'on doit pouvoir avoir des petites touches là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on va faire lors de cette première rencontre fondatrice avec lui. Et donc, il va nous dire, OK, il y a peut-être moyen d'envisager les choses autrement. On part sur l'idée de travailler avec une cellule plus réduite d'intervenants. On lui demande qui ça concerne. On revient sur la cartographie et on définit ensemble qu'on va essayer d'avoir un périmètre qui va concerner les 6 sous-directeurs, le DG, le RH et lui-même, puisqu'il est impliqué dans la situation. Il a déjà fait des choses, donc c'est un acteur important. Et ensemble, on termine cette réunion par essayer de fixer des indicateurs de mesure du changement de ce que notre intervention pourrait amener. Et donc, on essaie de définir ensemble qu'est-ce qui serait des indicateurs de l'intervention qui pourrait porter ses fruits. Alors, dans un premier temps, lui, il parle que les chantiers soient finis et qu'on puisse finaliser dans les temps. Bien entendu, on n'accepte pas ce genre de choses parce que moi, je conduis pas des pelleteuses ni des grues et je sais pas bétonner. Donc, je n'accepte pas, et nous n'acceptons pas avec mon collègue, des indicateurs qui ne relèveraient pas de ce que nous, on pourrait produire comme intervention. Et donc, on doit en fixer plutôt d'autres qui vont être plutôt vers moins de plaintes de la part des personnes, moins d'appels à l'aide et bien entendu, plus de collaboration entre ces personnes au sein du comité de direction et avec la RH. Et donc, du coup, c'est ça qui pourrait être un facteur de réussite de leurs enjeux de finaliser ces chantiers. Voilà sur quoi on définit les choses. Fort de ça, on commence par une série de, comment dirais-je, de rencontres. Donc, on va vers cette phase de définition plus opérationnelle des problèmes qui sont évoqués par les gens. Et on va initier avec mon collègue une série de rencontres bilatérales où on va rencontrer tous les acteurs de ce système pertinent. Donc, on a rencontré l'élu, on a rencontré la DRH, on a rencontré le directeur général et les 6 sous-directeurs en mettant des règles de base sur ces rencontres qui est qu'on demande aux gens de participer sur une base volontaire, de notre point de vue, on ne contraint pas les gens, et on leur donne aussi l'indication suivante qui est que toutes les informations que les gens nous communiqueraient dans le cadre de ces rencontres bilatérales, nous octroyons, nous donnons le droit de les utiliser au bénéfice de l'intervention. Ceci pour leur dire, nous ne serons pas les dépositaires de vos secrets. Ça n'a pas d'intérêt pour nous de fonctionner avec des champs minés, des choses sur lesquelles les gens nous confieraient des choses et qu'après on est encombré avec ça. Alors, c'est aussi pour responsabiliser les personnes et les impliquer dans ce qu'ils voudraient bien nous partager. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a dû veiller plusieurs fois de rappeler cette règle avec les gens, puisqu'il y a plusieurs moments, les gens nous disent ça c'est off record, alors on leur dit si vous ne nous en parlez pas, on ne saura rien en faire. Et donc voilà, donc ça c'est important pour nous de cadrer les choses en disant on crée un espace, mais un espace dans lequel nous sommes responsables de l'information et vous êtes responsables de ce que vous nous donnez. Si vous nous donnez peu d'informations, on fera peu d'interventions. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on a fixé les règles et on a rencontré toutes ces personnes dans cette visée d'essayer de transformer la plainte en quelque chose d'accessible. Ce qui est très important de souligner ici, c'est qu'on se met vraiment dans une perspective constructiviste, comme dans l'épistémologie de Palo Alto, je dirais même plus d'inspiration narrative, pour ceux qui connaissent le travail de White sur les approches narratives, où on n'est pas guidé par la quête de vérité, on n'est pas là pour faire une enquête, c'est pas ça qui nous intéresse. L'idée, c'est plutôt d'essayer de reconstruire avec eux quelque chose, un sens, une autre compréhension de la situation qui ouvre des opportunités d'intervention, d'autres régulations. Et donc, on n'est pas là pour établir la vérité des faits. C'est pas ça qui nous importe. Donc, on démarre, on voit toutes ces personnes, et avec ces personnes, on a une grille d'entretien qui finalement est à peu près la même pour chacun. On leur demande à eux d'expliquer comment ils perçoivent la situation
Et quelle explication il leur donne. Donc on passe par les différentes questions que je vous affiche, qui sont, selon vous, quels sont les différents acteurs en présence, dans quelle mesure le problème est-il dérangeant pour vous, pour les autres, jusqu'à quel point êtes-vous prêt à prendre une part dans le processus du changement, est-ce que vous estimez que vous avez des choses à faire là-dedans, ou vous êtes plutôt dans une position d'attente, est-ce qu'ils ont déjà tenté des choses, et donc là on retrouve l'idée pour nous d'essayer de questionner sur est-ce qu'il y a eu des logiques de tentatives de solutions, des régulations qui ont été apportées. Très important aussi pour nous, quelle est leur position par rapport au problème. Est-ce qu'ils sont affectés? Est-ce qu'ils en souffrent? Est-ce qu'ils sont plutôt spectateurs des choses? Et donc on essaie d'aller mesurer quel est le degré de clientélisation, ou est-ce qu'ils sont plutôt plaignants ou visiteurs? Est-ce qu'ils ont des objectifs par rapport à l'intervention qu'on pourrait mener ou par rapport à une régulation, et puisque ça soulève chez eux quelques inquiétudes qu'on va appeler des niveaux de résistance. Voilà, donc c'est à peu près autour de toutes ces questions qu'on va dialoguer de manière assez libre au cours d'une heure, 1h30 avec chacune des personnes, et ça va nous emmener à avoir une compréhension comme ça multifacette. Hein, c'est vraiment comme une boule à facettes de l'ensemble des situations vécues par les différents acteurs, et avec cette compréhension multifacette, on va être attentif à essayer de voir s'il n'y a pas des degrés d'implication plus personnels, des impacts plus personnels chez les différentes personnes. Parce que on part de l'idée que nous ne faisons pas tous simultanément la même expérience du réel et que forcément des gens peuvent être plus impactés. Forcément, dans la situation, on pouvait le deviner, mais c'était le cas. Tiens, je me rends compte sur mon slide qu'il y a une grosse faute. J'ai mis un directeur avec un S, je l'enlèverai plus tard. Donc il y a forcément un directeur général qui est bien plus impacté, il est en colère. J'ai mis quelle était la sensation de base qui le caractérisait le plus. Il est en colère contre ses collaborateurs, il trouve que c'est complètement déloyal, que c'est un manque de respect, que c'est vraiment bien dans les administrations qu'on fait ça, que ça n'arriverait jamais dans le privé, qu'il faut remettre ces gens ou pas. Et vraiment, il déborde de ça. On a un DRH qui est très en souffrance, parce que c'est lui qui a été la cheville ouvrière, je vous disais, toute cette réorganisation dans la fusion, et le fait de l'attaquer en disant qu'il était partisan, qu'il a favorisé certains au détriment d'autres, pour lui, c'est comme si on attaquait son bébé, en fait, et il a vraiment l'impression que on dégrade, on le blesse dans ce qu'il a fait, lui qui a voulu être tellement équitable et comment transparent dans ce qu'il a fait, et on a assez, c'était plus, je dirais, surprenant d'autre part, un sous-directeur qui va nous dire qu'en fait, lui, il a très très peur et qu'il a co-signé cette lettre de dénonciation parce que sinon, il avait peur que le coup près tombe sur lui. Et donc, en fait, sa démarche a été de co-signer et d'intervenir auprès des autres. Mais il dit, moi, j'ai pas tellement de reproches à faire. Il y a bien des choses qui ne me vont pas, mais c'est surtout parce que j'avais l'impression que sinon, moi, j'allais être dans le collimateur. Et donc, en fait, j'ai plutôt essayé d'allumer un feu là-bas pour ne pas que ça tombe sur moi. Sur en quoi il n'avait pas tout à fait tort, parce que quand nous avions vu l'élu tout au départ, et qu'il nous avait dit, je vais vous donner une shortlist des têtes à couper, il l'avait mis en tête de liste. Donc, comme quoi les gens sont pas, parfois si mal renseignés. Mais donc voilà, donc c'est assez intéressant aussi de voir que lui, il va nous dire, moi j'ai des difficultés plus personnelles, mais j'ai pas, voilà, j'ai hurlé avec le troupeau, mais c'est pas tellement pour ça. Et dans ce cadre-là, on peut déjà nous proposer des interventions. Et nos interventions, ça va être dans ces situations, chez ces différentes personnes, de repérer quelles sont les différentes sensations de base, ce sur quoi ils sont les plus impactés eux-mêmes. Est-ce que c'est plutôt en termes de peur, colère, douleur ou plaisir? Et essayer de voir si, face à ce qu'ils ressentent, est-ce qu'il y a des exceptions ou est-ce que c'est un sentiment, une sensation plus généralisée? Et est-ce que si c'est pas quelque chose où il y a des exceptions, si c'est devenu plus rigidifié, est-ce que c'est à la base de modes de régulation, de comportement de leur part qui se seraient peut-être rigidifiés et qui seraient devenus bloquants pour pouvoir amener, retrouver la souplesse adaptative, amener quelque chose de plus satisfaisant dans leur manière d'interagir dans la situation. Donc on vérifie s'il y a à la base une incapacité, est-ce que ça pénalise leur mode d'interaction avec les autres, avec eux-mêmes, avec leurs collègues, et ça peut déboucher, ça va être le cas chez ces trois personnes, sur des offres d'intervention individualisées. Et donc, je crois que c'est aussi une des caractéristiques des interventions que mes collègues et moi nous menons, c'est qu'on va conjointement à la fois mener des interventions collectives auprès de ce comité, mais à la fois faire des offres individualisées d'accompagnement qui concourent
à l'amélioration de la situation. Et on jongle relativement bien avec l'idée qu'on peut être à la fois un consultant, un intervenant sur le plan collectif et en même temps répondant et faire des offres de coaching individualisées en parallèle, vraiment. Et c'est ça qu'on va faire. Et donc, je vais vous parler ici davantage de une ou deux des interventions plus individuelles que l'on a fait. Euh, mais ce que vous devez comprendre, c'est que les deux démarches se font de manière concomitante. C'est pas l'une et puis l'autre, on avance en parallèle sur les deux plans. Et celle dont je vais vous parler peut-être le plus, c'est celle qui a été faite avec le directeur général, parce que c'était la plus marquante, je trouve. Ce directeur général, il est, je le disais, dans une colère. C'est sa sensation de base, il est profondément remonté contre ses collaborateurs, je l'ai dit, il les trouve déloyaux, et vraiment, cette colère, elle est tournée contre les autres, et ça situe chez lui un premier niveau d'incapacité, qu'on appelle une incapacité primaire. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les démarches de ce coaching stratégique, mais ceux qui connaissent voient un peu que la colère crée souvent chez les personnes une incapacité de ne pas pouvoir réagir, on ne peut pas s'empêcher, c'est très difficile de la juguler. Et donc du coup, en fait, comme il a du mal à se tempérer et qu'il ne peut pas ne pas réagir, ben, ça affecte très fort son action et ses interactions avec ses collaborateurs à telle enseigne qu'en fait, il est incapable d'être constant. Face à ça, il se rend bien compte qu'il a ces accès de colère, il essaie de réguler, il essaie de mettre en œuvre des choses, et la tentative de solution qu'on va retrouver particulièrement chez lui, c'est qu'il va essayer de se calmer, de se retenir, il va essayer de mettre le couvercle sur la casserole, il essaie de démarrer ses journées, nous dit-il, en disant « aujourd'hui tu restes zen, ça va aller », mais en fait il ne fait que mettre le couvercle sur une marmite bouillonnante, et au moindre dérapage, il explose. Ça impacte très fort sa qualité d'interaction et sa relation, parce que sa communication est très variable, il peut exploser, ou bien il y a un collaborateur qui dit quelque chose qui lui rappelle que les autres ont été déloyaux, ou que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il attendait, et donc du coup il est très imprévisible, je dirais même paroxystique, il va exploser comme ça dans les couloirs, dans les réunions, et en fait c'est une bombe à retardement en permanence, il est envahi de ça. Et quand on le rencontre, il nous dit lui-même, je souhaite vraiment pouvoir modifier ça. C'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise. C'est quelque chose que je souhaite pouvoir changer parce que j'en souffre. Et donc, on lui fait une offre pour pouvoir apprendre à diminuer ça, pour qu'on puisse retrouver des bases de communication, de fonctionnement dans son comité de direction. Et il est très preneur parce qu'il dit ça commence à ruiner ma santé. Et donc, on va utiliser des tâches qui sont assez classiques, qu'on utilise dans le champ clinique, mais qu'on peut utiliser aussi dans le coaching. Et une première tâche, c'est ce qu'on va appeler tuer le serpent avec son propre venin, c'est d'essayer de diminuer sa colère en la canalisant. Et donc, on va lui demander de rédiger des lettres de colère. Et donc, on va lui demander de prendre un temps spécifique dans lesquels il met par écrit tout ce qu'il pense encore, tout ce qu'il ressent encore au regard de la situation, tout ce qui pourrait le faire sortir de ses gonds, et de faire ça de manière très ritualisée, dans un espace, au travail, où il s'isole, et il fait ça de manière à pouvoir les poser, les canaliser, et aussi activer un autre traitement en fait de sa colère qui, autrement, sorte comme ça de manière assez spontanée, et de faire un traitement plus cognitif de ça. Et donc on va demander de le faire, de le rédiger, pour pouvoir un petit peu la poser, et puis en même temps, comme le risque est toujours là, qu'il puisse se réagir à différents moments, on va assortir ça d'une prescription comportementale qui est une stratégie de choix illusoire. On va lui dire, face à ça, vous pouvez aussi adopter une autre attitude qui est, vous pouvez, vis-à-vis de vos collaborateurs, décider soit d'annoncer pour risquer à nouveau d'exploser et de sortir de vos gonds, soit vous pouvez aussi préparer comment vous allez vous en excuser par après. Et voir comment vous pourriez recoller les morceaux. Et en fait, le choix est illusoire parce que dans un cas comme dans l'autre, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de ne pas y penser et de ne pas pouvoir avoir un regard d'anticipation sur ces éléments de colère et donc du coup, de faire autre chose que ce qu'il fait, c'est-à-dire essayer de ne pas y penser, garder son calme. Vous voyez, donc c'est en combinant les deux comme ça que vraiment il va pouvoir
la faire redescendre à un niveau gérable pour lui. Et assez rapidement, on n'a fait que 3, 4 séances individuelles en parallèle avec le travail collectif, il va commencer à pouvoir retrouver des rapports beaucoup plus corrects, moins explosifs avec ses collaborateurs. Et puis j'ai mis tout en dessous une dernière reformulation que l'on a distillée comme ça à différents moments dans l'intervention avec lui. C'est plutôt une reformulation recadrante qui est venue. C'est quelqu'un qui avait une autre opinion de lui-même. Hein, je vous ai dit, on essaie de partir de leur position. Quelqu'un qui avait une bonne estime de lui, qui pensait qu'il était très compétent et qu'il était un haut et bon responsable. Et donc, on a un petit peu recadré sa colère comme étant que finalement, les situations de vie professionnelle, quelquefois, lui révèlent quelques aspects de lui qu'il n'aurait pas aimé découvrir et que peut-être, au fond, il avait quelques axes de faiblesse et que c'était peut-être ça qui se manifestait. Je concède que c'était un petit peu tapé en dessous de la ceinture, mais c'était aussi pour s'appuyer sur sa haute position, de telle manière que, comme lui n'aimait pas d'afficher ça, comme lui n'aimait pas de se percevoir comme quelqu'un qui n'était pas un top manager et qui avait de la faiblesse, ben ça l'a amené à avoir un contrôle encore meilleur sur ses accès de colère. Vous voyez comment on combine ces approches à la fois individuelles et avec des tâches très spécifiques. Je ne vais pas avoir le temps pour ne pas prendre trop sur l'intervention de présenter les autres. Vous aurez ma présentation, hein, je pense qu'on pourra la faire circuler, mais on a une autre ligne d'axe de séance qui s'est passée avec le DRH où on a intervenu sur sa douleur. Hein, on a aussi proposé des choses par rapport à cette tentative de solution qui était de ne pas y penser et d'essayer de convaincre les autres qu'il était plus blanc que blanc. Voilà, avec des tâches et des prescriptions très spécifiques. Je vous les laisserai découvrir, je vous les communiquerai. Et puis, on a fait quelque chose aussi en parallèle avec le sous-directeur qui était très anxieux, celui qui voulait éviter que le couperet ne tombe sur lui et qui, lui, était sur une sensation de base qui était la peur à la base de son anxiété. Et là aussi, on a utilisé des stratégies très spécifiques pour l'apprendre à gérer autrement. On a utilisé notamment la technique du pire, hein, de faire ce qu'on appelle rajouter du bois pour éteindre le feu, pour apprendre à traiter autrement son anxiété, sa peur, plutôt que de dissimuler et d'essayer de cacher à tout le monde ses prétendues faiblesses. Voilà. Ça a pris pour lui 3, 4 séances aussi, le DRH 3 séances, le DG 4 séances. Ça se fait en parallèle à la démarche collective. Hein. Vous voyez comment ça s'articule. On fait du travail individuel et puis on fait du travail collectif. Et là, le gros du travail collectif, ça a été de se resservir de tout le matériau des entretiens que nous avions menés avec les personnes pour essayer de nous faire une représentation finalement de c'est quoi la musique qui caractérise, c'est quoi l'état des relations et des communications dans ce système. Et c'est un énorme travail à faire qui est d'essayer de repérer qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui dans cette équipe, dans ce système pertinent, comment dirais-je, l'état des relations et des communications. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'étape pour nous de restitution. On fait un travail d'analyse très très fine de tout ce que les gens nous disent et ce qu'on recherche, ce sont les redondances. On essaie de faire attention à comment des comportements des uns répondent à des comportements des autres. Comment finalement les plaintes qui sont formulées sont peut-être à mettre en parallèle, en écho, avec des modes de communication, de comportement, de réaction d'autres. Et comme on a la chance, nous, de rencontrer l'ensemble des personnes, on va essayer de mettre ça en redondance, en comportements qui se répondent en boucle. Et la démarche, c'est vraiment de leur partager ça. Donc c'est un travail qu'on va rédiger, on va leur soumettre notre compréhension de la situation et comment on a l'impression que ça caractérise le fonctionnement de leur organisation. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de les amener à avoir une représentation plus partagée de la situation. Parce que chacun se fait sa représentation, comme je l'indique, chacun cherche et trouve son sens, et ce qu'on essaie, c'est de sortir de cette représentation individuelle pour leur proposer quelque chose de plus partagé, plus impliquant. Très concrètement, ça va donner quoi? Ça va donner lieu à essayer de leur mettre en évidence que les différents niveaux de plainte qu'ils nous communiquent sont caractérisés par des cercles vicieux entre ces personnes, c'est comme ça qu'on les a appelés, des cercles vicieux par opposition à des cercles vertueux, et on a essayé de mettre en évidence qu'au fond, il y avait un certain nombre d'items qui caractérisaient l'état de leur communication, de leurs relations dans leur fonctionnement professionnel. Dans cette situation, il y avait un premier qui était concernant le manque de confiance qu'ils peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres,
D'autres qui étaient, s'agissant plutôt de comment ils mettent en doute la légitimité de l'autorité, de la ligne hiérarchique. Un autre qui était, s'agissant de c'est quoi le travail bien fait, et des critiques qui peuvent se formuler les uns vis-à-vis des autres à ce sujet-là. Il y avait le cercle vicieux s'agissant du reproche de la partialité, comment ils mettent en doute la crédibilité, l'honorabilité notamment de la DRH. Un autre très important qui était ce qu'on appelait le saut-de-mouton, le bypass, comment ils pouvaient aussi bien de la part des six sous-directeurs bypasser le DG pour s'adresser directement à l'élu, mais l'inverse aussi, l'élu aussi, qui avait du doute et qui voyait que ça ne marchait pas bien avec son DG, s'adressait directement. Donc on met en avant comment ça sont des situations qui peuvent être bloquantes ou caractéristiques de fonctionnement moins efficace. Et puis un autre qui était sur la loi du silence, on ne dit rien, on fait un petit peu le mort. Voilà, je ne vais pas détailler tous ces cercles vicieux, mais je vais vous en présenter un plus spécifique pour essayer de leur montrer comment on part d'une situation qui en général est vue de manière unidirectionnelle et comment nous on essaie de montrer que ce sont des situations qui sont redondantes, qui se répondent, qui s'auto-alimentent. Donc très concrètement, on avait un premier niveau d'expression où on a le directeur général qui se plaint de ne pouvoir faire confiance que de façon très limitée à ses sous-directeurs. Et d'autre part, on entend les six sous-directeurs qui se disent on est dévalorisé, il ne nous fait pas confiance, et donc du coup on partage moins nos informations parce qu'on a envie quand même encore d'avoir des zones où on se sent compétent, si on maîtrise les choses. Et nous on met ça en musique et on dit plus le DG manque de confiance, plus il multiplie les demandes d'information et de contrôle, plus les six sous-directeurs reçoivent des demandes de contrôle ou d'information, plus ils se sentent dévalorisés et moins ils communiquent les informations. Et puis on peut retourner la situation. Et on leur demande de réagir là-dessus. Est-ce que c'est bien là-dedans que vous êtes? Et on essaie de valider ça auprès de toutes les personnes, pour les six, pour tous les cercles vicieux qu'on a identifiés. Et on leur demande s'il y en a d'autres aussi, si on est passé à côté de choses. Et c'est un long travail d'explicitation de notre compréhension de la situation qui se fait auprès de toutes les personnes concernées. Mais quand ils font ça, ils sont là, ils nous nuancent, ils nous corrigent, ils valident les choses. Mais en validant les choses, ils valident aussi que le problème est interactionnel. Et donc, on sort d'une définition du problème qui est c'est lui ou c'est pas nous. Ça, on essaie de faire une présentation dans ces restitutions, qui est un acte d'intervention lui-même, dans lesquels tout un chacun peut se retrouver, sinon en tout, au moins en partie, mais d'une manière plus impliquante. Une manière dans laquelle ils peuvent tous avoir leur mot à dire. Et c'est sur ça qu'on va les engager. Et donc, du coup, ça va nous amener à proposer une série d'ateliers avec eux sur comment on va corriger ces caractéristiques de l'état de leur système, comment on va essayer d'atteindre sur ces cercles vicieux. Et donc, on va leur donner un certain nombre de recommandations dans le cadre de séminaires qu'on verra avec eux. Première chose, on va, parce qu'ils étaient très partie prenante, je vous ai dit, c'était dans un contexte très stressé, ils voulaient que ça aille très vite, il y avait cette échéance de travaux, on va paradoxalement leur dire qu'il faut prendre le temps. Et donc on va freiner, mais freiner de manière stratégique pour essayer d'obtenir qu'ils s'y engagent davantage, évidemment. Parce qu'aucun n'avait envie d'être responsable de l'échec, de ne pas délivrer ou de finir les travaux dans les délais. Mais donc nous, on va exprès leur dire, prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac, c'est très important que vous puissiez bien restaurer les choses, et ainsi de suite. Et puis on va leur demander de fixer des objectifs minimaux de changement, parce que la plupart du temps, les gens veulent que tout aille bien, qu'on ait des relations harmonieuses, qu'on puisse collaborer de manière efficace. Et en général, à force de vouloir essayer d'atteindre l'inaccessible, on néglige ce qui est atteignable. Et donc nous, on leur demande vraiment de fixer des objectifs très minimaux, ce qu'on appelle dans l'approche des buts minimums. Et on va leur demander de fixer d'abord des changements qui sont individuels. Donc on va demander à chacun de fixer de leur point de vue des choses auxquelles eux s'engagent avant de postuler, d'aller vers des changements collectifs, puisqu'ils étaient déjà incapables de fonctionner collectivement. Prendre leur temps et rester prudent, parce que c'est pas parce qu'ils se décident, parce qu'on est là, décident d'améliorer les choses, que nécessairement tout va aller bien. Il va y encore avoir des accidents de parcours, et donc voilà nos recommandations, et on leur demande de faire ça. Donc on donne des tâches collectives à ces gens, hein, vraiment comme dans les thérapies, on leur donne des tâches collectives, et on va ici donner quelques tâches. Alors là, je vous ai noté les trois grands sacs de tâches collectives qu'on a faites. On n'a pas donné toutes ces trois tâches en une fois, hein, ça a été l'objet de 3 sessions de travail avec eux. La première chose qu'on leur a demandé, c'est de lister les premiers signes qui montreront que la situation évolue positivement.
et d'être attentif à ça. Et ceux qui connaissent un petit peu l'approche, voilà que on fait déjà ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. On essaye d'amener les gens à guetter davantage les signes d'amélioration plutôt que les signes de dégradation. Et donc on essaie de focaliser leur attention sur ça. Et donc on leur demande d'être orientés vers l'amélioration plutôt que vers le constat tout le temps récurrent qu'il n'y a rien qui va. Et donc on leur demande ça et ça fait l'objet d'un atelier et d'un débriefing après. Et puis après ça, deuxième signal, prescription et tâche collective, on va leur demander de noter, d'identifier tous les comportements positifs qui pourraient apparaître chez eux ou chez autrui d'ici la prochaine rencontre. Donc non seulement d'identifier les signaux, mais qu'est-ce que eux pourraient faire ou qu'est-ce que d'autres pourraient faire pour qu'ils renforcent encore le sentiment qu'ils peuvent être attentifs et valider et peut-être avoir des micro-interventions, des régulations qui favorisent un processus de correction. Donc on leur demande ça. Et puis, dans ces interventions, on est souvent un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Donc on est à la fois orienté solution, orienté amélioration, mais on reste aussi orienté problème. Et donc c'est important aussi de les rendre vigilants au fait que tout n'est pas disparu. Et donc on leur demande de noter, d'identifier toutes les attitudes que eux ou d'aucuns pourraient prendre, volontairement ou non, mais qui seraient de nature à empirer la situation ou à l'entretenir. Voilà, donc c'est ce qu'on leur a demandé de faire. On leur demande de travailler sur ces différents ateliers, on les revoit là-dessus, on les rend co-responsables, et puis tout ça va se mettre en place où on va avoir des tas de sessions très productives sur comment ils arrivent à identifier comment ils ne fonctionnent pas bien ensemble, et finalement comment ils sont efficaces à être peu efficaces. Et donc on va aussi valider l'expérience en cours, c'est très important de montrer que ils peuvent communiquer efficacement, être structurés, bien construire ensemble sur comment ils savent pas bosser. Et donc on valide aussi l'expérience et on cautionne et on se sert de ce que eux mettent en œuvre pour pouvoir changer la situation. J'en termine là-dessus. On les a rendus co-responsables de continuer d'exprimer les craintes, d'avoir des communications plus franches, notamment avec le DG, pour continuer à lui permettre de s'améliorer dans sa communication. Et on a aussi demandé de manière très très précise au commanditaire, qui était l'élu, d'arrêter le bypass pour renforcer la crédibilité et l'autorité renouvelée, retrouvée du DG. Et donc c'est comme ça qu'on a consolidé le changement. Et on a terminé par un atelier de consolidation qui était un séminaire qui s'est passé plusieurs mois après que les changements et la restauration du fonctionnement étaient bien en place, où on a vraiment ancré les choses avec une tâche qui est issue des travaux d'Erickson, certains connaissent peut-être, qui est, on les a fait travailler sur imaginer que vous ayez ce projet bizarre de retrouver la situation initiale dégradée, celle qui a fait qu'on a été amené à intervenir. Et on leur a demandé de s'en rappeler, et on leur a demandé comment pourriez-vous vous y prendre avec la plus grande certitude pour y arriver. Et donc faites-nous part de toutes vos idées les plus malveillantes, les plus toxiques que vous pourriez faire si vous aviez ce projet vraiment tordu, bizarre, d'essayer de redégrader à nouveau la situation. Ça les a fait un peu marrer, mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'à travers cet atelier, ils nous ont sorti tout ce qui potentiellement pouvait remettre le feu aux poudres, ou tout ce qui était leur tentative de solution. Et il y a un fort travail qui est fait à ce moment-là, de notre part, de vraiment prendre toutes ces mauvaises propositions et de les labelliser, comme j'appelle, à ne pas utiliser en cas de retour du problème. Et c'est ça qui consolide que les nouveaux modes de fonctionnement de régulation marchent, mais qu'en même temps, ça les rend toujours très vigilants sur ceux qui seraient utiles de ne pas continuer de garder. Voilà. Follow-up après sur place, par téléphone, on est allé après 3 mois et 6 mois. En tout, l'intervention a duré 10 mois. Je pense que c'est important de souligner aussi qu'on s'inscrit beaucoup dans la durée. Et au bout du compte, ils sont arrivés à leur objectif en ce sens où ils n'ont pas, ils ont restauré clairement leur fonctionnement. Ils ont fait des changements organisationnels. Ils ont délivré à temps et ils ont retrouvé des modes efficaces et personne n'a été licencié, enfin, on n'a viré personne et les travaux étaient à jour.